Je me gare dans l'allée de ma modeste maison de Portland, mon corps affaissé par le poids d'un service de 12 heures aux urgences. 3 arrêts cardiaques, un enfant avec un bras cassé, et un homme qui a avalé son dentier. Ma blouse d'infirmière empeste l'antiseptique et la sueur. Tout ce que je veux, c'est une douche chaude et 8 heures de sommeil ininterrompu. Le coucher de soleil doré baigne notre rue de banlieue tranquille d'une lumière ambrée. Madame Patterson arrose ses précieux dahlias de l'autre côté de la rue, levant sa main ridée dans un salut familier. Je lui réponds d'un signe de la main, forçant un sourire fatigué. Quelque chose me tracasse en regardant ma maison. Les rideaux. Les rideaux du salon ont disparu des fenêtres. Étrange. Maman les a probablement lavés. Encore une fois. Ces frénésies de nettoyage s'intensifient toujours lorsque papa fait un nouvel investissement. Je sors de ma vieille Toyota, je passe mon sac à dos sur mon épaule et j'avance péniblement sur l'allée. Le nain de jardin en pierre que papa a acheté dans un vide-grenier il y a 5 ans arbore toujours son sourire ébréché près des marches. Je sors mes clés de ma poche, je déverrouille la porte et j'entre. L'écho creux de mes pas me glace sur place. Maman? Ma voix ricoche sur les murs nus. Papa? Rien. Le salon est complètement vide. Pas de canapé où papa regardait le football tous les dimanches. Pas de table basse avec la collection d'oiseaux en céramique de maman. Pas de photos de famille grimpant le long du mur de l'escalier. Pas même les 2 fauteuils inclinables marrons que mon frère, Brandon, avait insisté pour garder lorsqu'il a déménagé. Juste. Rien. Mon cœur martèle contre mes côtes alors que je parcours la maison. Cuisine vide. Salle à manger vide. Les chambres à l'étage, toutes vides. Ma chambre d'enfant, où les marques de taille sur le cadre de la porte suivaient encore ma croissance, entièrement dépouillée. L'armoire de la salle de bain où j'avais caché des tampons d'urgence et de l'Advil, vidée. Ils ont tout pris. Chaque meuble, chaque casserole, chaque photo de famille, même le rideau de douche. De retour dans l'entrée, quelque chose attire mon attention. Une seule enveloppe blanche repose au centre du parquet, illuminée par un rayon de soleil couchant. Mes doigts tremblants peinent à défaire le sceau. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture de maman, penchée et hâtive, merci d'avoir arrangé notre crédit, pauvre nul. Nous déménageons au Texas avec Brandon. N'appelle pas, mes jambes flanchent. Je m'effondre sur le sol, le parquet froid pressant contre mes genoux. Une vague de nausée me submerge alors que la vérité s'impose. Ils m'ont abandonné. Pire, ils m'ont volé. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un message automatisé d'un agent immobilier. Félicitations pour la mise en vente réussie de votre propriété au 4217 Oakwoodland. Nous prévoyons de conclure la vente dans les 30 jours. La pièce se met à tourner. Ils vendent ma maison. Ma maison. Il y a 7 mois, je dormais dans ma voiture après que Brian et moi ayons rompu. 3 ans ensemble, et il m'a mise à la porte sans nulle part où aller. J'économisais chaque centime pour un nouvel appartement, déterminé à me reconstruire. Puis maman a appelé à 2 heures du matin, en sanglotant. Nous sommes sur le point de perdre la maison, a-t-elle gémi. Ton père a fait de mauvais investissements. Nous devons 325 000 $. La maison de mon enfance. Les cadres de porte avec les marques de crayon suivant ma croissance. Le jardin où papa m'a appris à attraper une balle de baseball. La cuisine où maman m'a montré comment faire sa fameuse tarte aux pommes. Disparu. Et l'argent que grand-mère a laissé, ai-je demandé. Un silence s'est installé entre nous. L'héritage qui aurait dû être partagé entre Brandon et moi. L'argent qui avait mystérieusement disparu dans l'entreprise de bar sportif raté de Brandon. Il n'y en a plus, a murmuré maman. Malgré la colère qui bouillonnait en moi, je ne pouvais pas les laisser tout perdre. Je vais aider, ai-je promis. J'ai fait des doubles services à Providence Portland jusqu'à ce que mes pieds enflent et que mon dos me crie de douleur. J'ai utilisé mes cartes de crédit au maximum. J'ai annulé mon assurance dentaire. J'ai mangé des nouilles instantanées pour le dîner 5 soirs par semaine. Tout ça pour les sauver. Pendant que je vidais mon compte d'épargne, la page Facebook de mes parents se remplissait de photos souriantes. Triomphe familial sur les difficultés financières, a publié maman, sous une photo de trinquant au champagne. Ils ont organisé un dîner somptueux pour me remercier, mais ont passé la soirée à s'extasier sur la nouvelle idée d'entreprise de Brandon, comme si son premier échec n'avait jamais eu lieu. J'étais assise à cette table,
les regardant rire et célébrer, et la vérité m'a frappé comme un choc de défibrillateur, j'ai tout donné pour les sauver, et ils agissent comme s'ils s'étaient sauvés eux-mêmes. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches sur les droits de propriété immobilière jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai interrogé l'avocat de la famille sur les options de refinancement quand papa n'était pas là. Puis j'ai agi. J'ai demandé à mes parents de signer des documents de refinancement qui étaient en fait un acte de cession de propriété. Les yeux de maman ont vacillé de doute avant de signer. Cela met tout à ton nom temporairement, ai-je expliqué. Pour des raisons fiscales. Elle a hoché la tête, le stylo en suspens. Tu nous le rendras. Bien sûr, ai-je menti. Maintenant, assise sur le sol nu de ma maison vide, cette décision me semble à la fois insensée et prémonitoire. Ils ont essayé de vendre ma maison, mais je les ai eus. Mon téléphone vibre à nouveau. Un texto de Brandon, maman dit que tu fais encore ta comédie. Je fixe son message, puis les pièces vides autour de moi. Ma comédie? Ils m'ont volé tout ce que je possède, sauf la blouse que je porte. Le soleil se couche à l'horizon, me laissant dans l'obscurité. Mais alors que je suis assise dans les ombres grandissantes, quelque chose change en moi. Le poids de la trahison se cristallise en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. Cette maison est à moi. Et ils ont commis une terrible erreur. Le lendemain matin, la lumière filtre à travers les fenêtres nues alors que je suis assise en tailleur sur le parquet, entouré de papiers éparpillés. Le sommeil est venu par bribes agitées la nuit dernière, mon esprit parcourant les possibilités tandis que mon corps se recroquevillait inconfortablement sur la banquette arrière de ma Toyota. La maison semblait trop vide, trop creuse pour y rester. Mais je suis de retour maintenant, déterminé à comprendre. Je parcours le courrier ramassé sur le comptoir de la cuisine, des factures adressées à mes parents, des prospectus et une épaisse enveloppe de Bayview Realty que mon père a dû oublier dans leur départ précipité. Mes doigts tremblent en l'ouvrant. Contrat final et instruction de clôture, indique la lettre d'accompagnement. Mon estomac se noue en parcourant les dates. Le contrat a été signé il y a 3 semaines, pendant que je travaillais de nuit, pendant que je leur apportais des courses lors de mes jours de congé, pendant qu'il souriait et me disait que les choses s'amélioraient. Mon téléphone vibre avec une notification Facebook. Ma mère a publié une photo d'elle, de mon père et de Brandon debout devant une modeste maison de plain pied, bras dessus, bras dessous et souriant largement. Nouveau départ dans l'état de l'étoile solitaire. Enfin libre, lit-on en légende, suivi d'émojis du drapeau du Texas. L'horodatage indique il y a 4 heures. Ma gorge se serre en faisant glisser vers la photo suivante, Brandon tenant un jeu de clés, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. La section des commentaires déborde de félicitations de parents et d'amis de la famille qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Le contrat de vente entre mes mains raconte toute l'histoire. Prix de vente, 450 000 $. Acompte déjà reçu, 10 000 $. Clôture prévue pour la semaine prochaine. 450 000 $. Près du double de ce que j'ai payé pour sauver cette maison, de l'argent qu'il prévoit de prendre en me laissant sans rien. Espèce de vautour, je murmure, ma voix résonnant dans la pièce vide. J'étale les papiers sur le sol, créant une chronologie de la tromperie. Mon père, autrefois un comptable respecté, a commencé à jouer il y a 5 ans après avoir perdu son poste au cabinet. Les petits paris sont devenus plus importants, les cartes de crédit utilisées au maximum, des prêts contractés sur la maison. Son frère, l'oncle Greg, le couvrait lors des réunions de famille, balayant les inquiétudes d'un rire, Jacques traverse juste une mauvaise passe. Ma mère, soucieuse de maintenir l'image de la famille parfaite, a redécoré le salon 3 fois l'année dernière, alors même qu'il s'enfonçait dans la ruine financière. Ses réseaux sociaux sont restés une galerie organisée du bonheur familial, chaque publication plus fabriquée que la précédente. Et Brandon. Mon estomac se retourne en pensant à mon jeune frère, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Son entreprise de bar sportif raté a englouti tout l'héritage de ma grand-mère, mais il est resté en quelque sorte irréprochable. Il cherche juste sa voie, disait ma mère, pendant que je travaillais 60 heures par semaine à l'hôpital. Mon téléphone vibre à nouveau. Un texto de Mara, la petite amie de Brandon depuis 2 ans, c'est vrai que tu es à la rue maintenant? Brandon dit que tu dramatises à propos du déménagement. Avant que je puisse répondre, un autre texto arrive, celui-ci de Jennifer, ma collègue des urgences, j'ai appris ce qui s'est passé. Ma chambre d'amis est à toi si tu en as besoin. Pas de précipitation pour partir non plus.
La gentillesse me prend par surprise, faisant monter des larmes inattendues à mes yeux. On frappe à la porte d'entrée, ce qui me surprend. Madame Patterson se tient sur le porche, ses cheveux argentés captant la lumière du matin. Elle tient une petite boîte dans ses mains burinées. Je les ai vus charger le camion à minuit, dit-elle, sa voix basse de désapprobation. Ils ont dit à tout le monde que tu avais approuvé la vente, que tu les rejoignais au Texas le mois prochain. Elle me tend la boîte. Je suis ta voisine depuis 30 ans, Ali. Je sais quand quelque chose ne va pas à l'intérieur de la boîte, je trouve des photos de famille que Madame Patterson a empruntées lorsqu'elle a vu Brandon les jeter dans un bac de dons. L'agent immobilier m'a appelé ce matin, continue-t-elle, il m'a posé des questions sur la situation familiale. Je lui ai dit qu'il devrait vous parler directement. Comme si elle l'avait invoqué, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. L'assistante de l'agent immobilier, qui appelle pour vérifier des détails sur la vente en cours. Il semble y avoir une divergence avec le titre de propriété, explique-t-elle, sa voix professionnellement neutre. La propriété a été transférée uniquement à Ali Cruz il y a 7 mois. Les vendeurs actuels ne sont pas inscrits sur l'acte. Un poids se soulève de ma poitrine alors que je la remercie et que je termine l'appel. L'acte de cession de propriété a fonctionné. La maison est légalement à moi. Mon soulagement momentané se brise lorsque mon téléphone vibre avec une notification de messagerie vocale. La voix de mon père remplit la pièce, pâteuse de colère. Tu ferais mieux de ne pas gâcher ça pour nous. Nous avons besoin de cet argent. Tu nous le dois après tout ce que nous avons fait pour toi. Je supprime le message. Mes mains sont maintenant stables. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs. Mes cartes de crédit sont au maximum pour avoir sauvé cette maison. Je n'ai nulle part où aller. S'il conteste l'acte de cession, je pourrais tout perdre. Sans logement stable, mon poste à l'hôpital pourrait être compromis, l'assiduité et l'apparence comptent dans le domaine de la santé. L'agent immobilier rappelle 1 heure plus tard, son ton nettement plus froid que celui de son assistante. Mademoiselle Cruz, nous avons terminé la recherche de titres. La vente ne peut pas avoir lieu sans votre autorisation en tant que propriétaire légal. Nous avons gelé la transaction en attendant des éclaircissements. Merci, je réponds, surprise par le calme de ma voix. Ce soir-là, Jennifer arrive avec un matelas gonflable, un sac de plats à emporter et une étreinte féroce. Juste le temps que tu te remettes sur pied, dit-elle, en m'aidant à gonfler le matelas dans ce qui était autrefois ma chambre. À la tombée de la nuit, je suis allongé, les yeux fixés sur le plafond. La maison craque et s'installe autour de moi, des bruits familiers de l'enfance qui semblent maintenant différents. Ce vide, cette trahison, ça devrait me briser. Au lieu de cela, je sens quelque chose durcir à l'intérieur, comme du béton qui prend. Ils voulaient vendre ma maison et disparaître avec l'argent, mais je les ai eus. Demain, je commence à reconstruire. Pas seulement les meubles et les installations, mais les limites qui auraient dû être en place il y a des années. Je ferme les yeux, étonnamment en paix dans ma maison vide. Elle est à moi maintenant. Vraiment à moi. Et ils ont commis une terrible erreur. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonne pour la 8e fois aujourd'hui. Encore Brandon. J'envisage de le mettre en silencieux, mais quelque chose me pousse à regarder. Maman fait des crises d'angoisse à cause de toi. Règle ça, maintent, je jette mon téléphone sur le matelas pneumatique où je dors depuis 1 semaine. Il y a 3 jours, c'était, la tension de papa est montée en flèche. Hier, tu déchires cette famille. Le goutte-à-goutte constant de culpabilité est devenu un bruit de fond. La sonnette retentit. À travers le Judas, j'aperçois le crâne dégarni et le sourire forcé de l'oncle Greg. Sa Cadillac tourne au ralenti dans mon allée, le moteur en marche comme s'il s'attendait à ce que ce soit rapide. « Ali, ma chérie », crie-t-il à travers la porte. « Je veux juste te raisonner. » Je ne réponds pas. Après 10 minutes de coups de plus en plus agités, il laisse une carte de visite coincée dans le cadre de la porte avec un mot, « Tes parents t'ont mieux élevé que ça ». Plus tard, en parcourant Facebook, mon estomac se noue. La dernière publication de maman a 57 commentaires, prions pour les parents qui font face à des enfants ingrats. Les problèmes de santé mentale peuvent déchirer les familles. Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Les commentaires vont de la sympathie à la suspicion. Reste forte, Diane, de la part de ses amis du club de lecture. Que s'est-il passé avec Ali, de la part de personnes qui me connaissent vraiment?
Mon doigt survole le bouton de réponse, mais je ferme l'application à la place. Ils ont contrôlé le récit toute ma vie. Plus maintenant. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtre à travers la fenêtre de ma chambre alors que je dispose mes vêtements. Pas de blouse aujourd'hui. Une blouse blanche impeccable, un pantalon bleu marine et les boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'a laissées. Professionnel. Autoritaire. Le miroir reflète quelqu'un que je reconnais à peine. Les épaules en arrière, le menton levé, les yeux clairs et déterminés. Le bureau des titres sent le papier de copie et le café. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillent légèrement lorsque je donne mon nom. Mademoiselle Cruz? Nous ne vous attendions pas avant 10 heures. Je préfère être en avance. Ma voix semble plus assurée que je ne le ressens. Monsieur Abernathy, l'agent des titres, me serre la main fermement. Les murs de son bureau sont tapissés de photos de famille et de trophées de pêche. J'ai examiné vos documents, dit-il en désignant le dossier sur son bureau. L'acte de cession de propriété est en ordre. Vos relevés de paiement sont remarquablement bien organisés. J'ai appris à garder les reçus, dis-je, le coin de ma bouche se soulevant légèrement. Il hoche la tête, m'étudiant. Je n'ai jamais vu quelqu'un de votre âge aussi préparé. La plupart des gens 2 fois plus âgés ne comprennent pas ces transactions. La nécessité est une excellente enseignante. Son imprimante vrombit, produisant le document pour lequel je me suis battu. Ceci le confirme, Mademoiselle Cruz. Vous êtes maintenant la propriétaire légale en titre. La tentative de vente a été annulée. Le bout de mes doigts picote en touchant le papier. À moi. Vraiment à moi. Monsieur Abernathy s'éclaircit la gorge. Vos parents ont demandé une conférence téléphonique. Ils sont assez insistants. Je parie qu'ils le sont. Le haut-parleur grésille. La voix de papa remplit la pièce, déjà en pleine phrase, point complètement déraisonnable. Nous l'avons élevé, nous lui avons offert un toit pendant des années. Monsieur Cruz, interrompt Monsieur Abernathy. J'ai votre fille ici avec moi. Nous sommes sur haut-parleur. Un instant de silence surpris. Puis la voix de maman, tremblante d'une vulnérabilité étudiée, Ali, ma chérie. Comment as-tu pu nous faire ça? Après tout ce que nous avons sacrifié. Madame Cruz, intervient Monsieur Abernathy, les documents sont très clairs. Votre fille a payé 325 000 $ pour éviter la saisie de la propriété. Vous et votre mari avez signé un acte de cession de propriété transférant la propriété. Elle nous a trompés. La voix de papa s'élève. Elle a dit que c'était des papiers de refinancement. L'acte est clairement intitulé « Monsieur ». Il porte vos signatures notariées. C'est absurde. Nous allons poursuivre. Pour quel motif, papa? Ma voix me surprend même, calme, presque douce. La maison est à moi. La vente est annulée. Et vous m'avez laissé sans rien d'autre que des murs. Maman se met à pleurer, la bande-son familière de mon enfance chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais Monsieur Abernathy se contente de glisser une boîte de mouchoirs vers moi, imperturbable par les sons provenant du haut-parleur. Cette conversation est terminée, dis-je en appuyant sur le bouton de fin d'appel. En marchant dans le couloir de l'hôpital ce soir-là, Jennifer se met à mes côtés. La cavalerie arrive à 6 heures, dit-elle. Mike de la radiologie a un camion. Emma apporte son vieux canapé. J'ai des fournitures de cuisine. Ma gorge se serre. Vous n'êtes pas obligé. Essaie de nous arrêter, dit-elle en me heurtant l'épaule de la sienne. Au coucher du soleil, mon salon a des meubles. Pas des pièces assorties d'une salle d'exposition, mais un méli-mélo de dons. Un canapé vert forêt, une table basse rayée, des chaises de salle à manger dépareillées plus que ce que j'avais hier. Madame Patterson apparaît à ma porte avec une boîte en carton. Je les ai empruntées pour les mettre en sécurité, explique-t-elle, révélant des photos de famille encadrées. Quand je les ai vues tout chargées, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Plus tard, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. La voix de Mara se fait entendre, basse et urgente. J'ai quitté Brandon, dit-elle sans préambule. Ils ont planifié ça pendant des mois, Ali. Brandon m'a montré des textos de l'hiver dernier. Je ne peux pas rester avec lui en sachant ce qu'ils t'ont fait. Je m'enfonce dans mon nouveau vieux canapé. Ça va? Ne devrais-je pas te poser cette question? Elle rit, un son creux. Je reste chez ma sœur.
Écoute, j'ai sauvegardé certains de ces textos. Je te les transférerai. Le docteur Winters m'attrape entre deux patients le lendemain. J'ai approuvé votre demande de quart de travail supplémentaire, dit-il. La prime de vacances devrait vous aider à reconstituer votre pécule. Merci, je parviens à dire, retenant des larmes inattendues. Après le travail, je vais à la quincaillerie et j'achète de nouvelles serrures. Le clic métallique du pen dormant s'enclenchant sonne comme une victoire. L'installation du système de sécurité prend 3 heures. Des caméras couvrant chaque entrée. Des détecteurs de mouvement. Un panneau près de la porte de ma chambre. Dans l'ancienne chambre de Brandon, j'applique de la peinture vert écume de mer sur les affiches de basket qu'il n'a jamais pris la peine d'enlever. La couleur me rappelle la côte de l'Oregon, où j'allais seul pour réfléchir pendant mes études d'infirmière. À chaque coup de pinceau, je regagne un pouce d'espace. La dernière tâche est la plus difficile. Le portrait de mariage de mes parents est accroché au-dessus de la cheminée depuis toujours. Je l'enlève avec soin, enroulant le cadre dans un vieux t-shirt avant de le placer au grenier. À sa place, j'accroche une photographie de la ligne d'horizon de Portland à l'aube, la vue que j'ai en rentrant après les gardes de nuit. Le début de quelque chose de nouveau. En reculant, j'examine ma maison. Plus vide. Pas volée. La mienne. Mon téléphone vibre avec un autre texto de Brandon. Je le supprime sans le lire et j'éteins les lumières, montant les escaliers jusqu'à ma chambre. Pour la première fois depuis des semaines, je vais dormir sans rêver de pièces vides et d'avenir volé. Mon téléphone vibre à 3 heures du matin. Je l'ignore, mais quelques secondes plus tard, il vibre à nouveau. Et encore. Les notifications s'accumulent comme des feuilles d'automne, textos, messages vocaux, alertes Facebook. Je plisse les yeux devant l'écran, ma chambre est toujours sombre, sauf pour la lueur bleue et dure. Le nom de maman domine mes notifications. Je m'assois, le dos contre la tête de lit, et je touche le message le plus récent. L'Extended Stay America coûte $89 la nuit. Nous ne pouvons plus nous permettre ça très longtemps. Ton père est hors de lui. Je fais défiler les messages précédents. Des plaintes sur la chaleur du Texas. Les matelas grumeleux du motel. Les personnages suspects qui traînent sur le parking. Pas un mot sur le fait de m'avoir laissé sans rien d'autre que des murs. L'ironie me fait presque rire. Presque. Le rêve d'un manoir texan financé par ma maison vide s'est heurté à la réalité. Les $450 000 qu'ils attendaient n'arriveront jamais. Et leur bagage fait à la hâte se trouve maintenant dans une chambre de motel bon marché avec des brûlures de cigarettes sur la moquette. Mon ordinateur portable est sur ma table de chevet. J'ouvre Facebook. Maman vient de publier une photo de coucher de soleil. On prend le temps d'explorer le Texas avant d'acheter la maison de nos rêves. Les commentaires débordent d'encouragements joyeux de parents éloignés et d'amis de l'église qui n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. 12 personnes ont déjà aimé. Le profil de Brandon raconte une autre histoire. Ses statuts sont passés de projets enthousiastes à des plaintes à peine voilées. Marché du travail plus difficile que prévu. Quelqu'un connaît quelqu'un qui embauche à San Antonio. Je ferme l'ordinateur portable sans répondre à aucun message. Laissons-les mariner dans les conséquences qu'ils ont créées. La lumière du matin filtre à travers mes nouveaux rideaux alors que je me prépare pour mon service. Je suis resté soigneusement silencieuse en ligne depuis leur départ, regardant leur récit s'effondrer sans mon intervention. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis prête. Je pose mon téléphone contre le comptoir de la cuisine et je prends un selfie en blouse, debout fièrement devant le mur du salon fraîchement peint. La légende vient facilement, certaines choses méritées ne peuvent jamais être enlevées. Reconnaissante pour cette maison et la communauté qui m'a soutenu à travers des défis inattendus. En quelques minutes, des commentaires apparaissent de voisins, de collègues, d'anciens camarades de classe. Ils ont entendu des rumeurs. Ils choisissent leur camp sans que je dise un mot. Si fier de toi, Ali. Tes parents ont toujours été louches avec l'argent. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chérie. J'envoie un courriel avant de partir au travail. À papa. Objet, réexpédition du courrier. J'ai décidé de garder la maison. Veuillez me communiquer votre nouvelle adresse pour tout courrier restant. Ali. Court, simple, final. Quand je rentre de mon service 8 heures plus tard, mon téléphone contient un texto de Mara, l'ex-petite amie de Brandon. Brandon s'est fait virer hier.
Ils ont découvert qu'il avait menti sur son expérience. Je réponds, heureusement que tu as emménagé avec ta sœur. Mais tu pourrais toujours revenir à Portland. Elle ne répond pas, mais je sais que j'ai planté une graine. L'oncle Greg appelle ce soir-là. Sa voix porte le poids de l'obligation familiale, tendue par la déception. Il demande à rester dans mon sous-sol, dit-il. Je ne peux pas refuser l'hospitalité à la famille, mais Ali, ce qu'ils t'ont fait. Fais ce que tu dois faire, oncle Greg. Ton père dit qu'il y a encore une chance de vendre la maison et de partager l'argent. Il dit que tout le monde y gagne. Mon rire sonne creux même à mes propres oreilles. C'est ce que je pensais. Son soupir traverse les frontières des États. Ta mère a appelé tout le monde de l'ancien quartier. Les gens commencent à poser des questions. Leur image de famille parfaite s'effrite, brique par brique. À Portland. Au Texas. Partout. Plus tard dans la nuit, le message vocal larmoyant de maman remplit ma cuisine alors que je coupe des légumes pour le dîner. Mon bébé, s'il te plaît. Nous avons commis une terrible erreur. Nous avons juste besoin de rentrer à la maison. Ton père ne dort plus. Brandon nous rejette la faute pour tout. S'il te plaît, rappelle. Je le supprime et je continue de couper. Le courriel de papa arrive ensuite, nous pourrions partager les bénéfices 50-50e si tu vends maintenant. Le marché est en plein essor. Sois raisonnable, Ali. Le texto de Brandon est moins diplomatique, tu as détruit cette famille. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, regardant les étoiles apparaître au-dessus de mon jardin. Le jardin où papa m'a appris à lancer une balle de baseball. Le jardin où maman plantait des tulipes chaque printemps. Le jardin que je tondais tous les samedis pour gagner mon argent de poche. Mes doigts tapent une réponse à Brandon. Le jour où j'avais besoin d'un toit, tu m'as laissé à la rue. Maintenant, débrouille-toi comme j'ai dû le faire. Bloqué. Supprimé. Respirer. 3 jours plus tard, mon avocat appelle. Bonne nouvelle. Leur contestation juridique de l'acte de cession a été rejetée. Le juge n'a même pas eu besoin d'entendre les arguments. La banque confirme ce que je savais déjà. L'hypothèque est uniquement à mon nom. La montagne de dettes de cartes de crédit que j'ai contractées pour sauver cette maison est toujours là, mais chaque salaire la réduit. Chaque service supplémentaire me rapproche de la liberté. Ce soir-là, j'accroche un nouveau miroir dans l'entrée, à l'endroit où leur portrait de mariage dominait autrefois le mur. Mon reflet montre quelqu'un que j'apprends encore à connaître. Une femme qui a arrêté de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. La maison semble différente maintenant. Plus petite, sans leurs attentes démesurées. Plus grande, avec des possibilités qui n'appartiennent qu'à moi. Mon sacrifice financier a été énorme, mais il m'a sauvé d'une vie d'exploitation. Certaines leçons coûtent tout mais vous apprennent ce que vous valez vraiment. Et dans mon cas, c'est exactement le prix de cette maison. 1 mois plus tard, la pluie martèle mes fenêtres comme de petits points exigeants d'entrée. Octobre à Portland apporte des tempêtes qui emportent la chaleur persistante de l'été et exposent les os nus de la réalité. Je suis recroquevillé sur mon nouveau canapé, une modeste trouvaille d'occasion que Jennifer m'a aidé à monter les marches du perron le week-end dernier, en train de réviser des dossiers de patients lorsque des phares balaient le mur de mon salon. Une portière de voiture claque. Puis une autre. Une troisième. Mon estomac se noue. Je reconnais ses pas sur l'allée avant même que la sonnette ne retentisse. L'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone confirme ce que mon corps avait déjà senti. Mes parents et Brandon, blottis sous un seul parapluie sur mon porche, leurs visages tirés et désespérés. J'envisage de ne pas répondre. Laissons-les sous la pluie comme je suis resté dans une maison vide il y a 3 mois. Mais ce n'est pas qui je suis. Plus maintenant. Quand j'ouvre la porte, maman s'avance la première, son mascara traçant des rivières sombres sur ses joues. Ali. Dieu merci. Nous n'avons nulle part où aller. Papa a l'air plus petit, en quelque sorte, les épaules voûtées sous la pluie battante. La situation au Texas. Ça n'a pas marché. Brandon les pousse tous les deux, l'eau dégoulinant de sa veste en cuir sur mon parquet fraîchement rénové. Tu dois réparer ce que tu as cassé, claque-t-il. Ils ont dû vendre leur voiture juste pour revenir ici. Je ne dis rien. Je m'écarte simplement pour les laisser entrer dans le vestibule. La maison qu'ils ont dépouillée contient maintenant juste assez de meubles pour leur rappeler ce qui manque.
mes meubles. Ma maison. Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmure maman, sa voix se brisant avec une précision étudiée. J'ai changé tes couches. Je t'ai soigné pendant la varicelle. Je t'ai aidé à postuler à l'école d'infirmière. J'ai répété ce moment en thérapie, sous la douche, en fixant mon plafond à 3 heures du matin. Pourtant, maintenant que c'est là, un calme étrange s'installe en moi. Je ne ressens plus de rage. Juste de la clarté. Voulez-vous vous asseoir, je demande, en désignant le salon. Ils échangent des regards confus avant de me suivre. Les yeux de papa se posent sur la cheminée, où leur portrait de mariage était autrefois accroché. À sa place se trouve une copie encadrée de mon diplôme d'infirmière. Quand j'avais 16 ans, je commence, perché sur le bord de mon fauteuil, j'ai accidenté la voiture de papa. Vous vous souvenez? Vous m'avez consigné pendant 3 mois et m'avez fait travailler à l'entrepôt de l'oncle Greg pour payer les réparations. Papa fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous m'avez appris ce que sont les conséquences, je continue. La responsabilité. Le paiement de mes dettes. Je saisis le dossier sur ma table basse. Alors j'ai suivi les miennes. Et les vôtres. J'ouvre le dossier et j'en sors une pile de relevés bancaires, soigneusement surlignés en jaune. 78 000 $. C'est ce que j'ai payé pour l'hypothèque et les impôts fonciers pendant 7 mois. Je les pose sur la table. Plus 23 000 $ de dettes de carte de crédit que j'ai contractées pour garder ce toit au-dessus de vos têtes. La main de maman vole à sa gorge. Ali, nous n'avons jamais demandé. Ensuite, je sors mon téléphone et j'ouvre Facebook. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine, vous publiez ça. Je fais défiler leurs photos souriantes du Texas. Les dîners au steakhouse. Les virées shopping. La visite du vignoble. Des choix budgétaires intéressants pour une famille en crise financière. Brandon se tortille mal à l'aise. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Non. Je sors la note manuscrite d'une pochette de protection, maintenant encadrée professionnellement. Est-ce assez réel? Merci d'avoir arrangé notre crédit, pauvre nul. Nous déménageons au Texas avec Brandon. N'appelle pas. Ma voix ne faiblit pas à l'écriture de maman. Le sentiment de papa. Votre cadeau d'adieu collectif. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que papa s'éclaircisse la gorge. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Désolé d'avoir été pris, je le corrige. Désolé que votre plan ait échoué. Je pose le dernier document sur la table, une déclaration notariée de Mara. L'ex-petite amie de Brandon avait toute une histoire à raconter. Comment vous avez planifié ça pendant des mois? Comment vous avez discuté de la vente de ma maison pendant que je faisais des doubles services pour la sauver? La façade de papa se fissure. Ses yeux se tournent vers la sortie comme ceux d'un animal acculé. Tu n'avais pas le droit de retourner Mara contre nous. Je n'ai retourné personne contre vous. Vous l'avez fait vous-même. Les larmes de performance de maman laissent place à quelque chose de brut, de plus laid. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Sa voix s'élève. Où sommes-nous censés aller? Au même endroit où j'étais censé aller quand vous avez vidé ma maison et essayé de la vendre sous mon nez. Les mots viennent facilement maintenant. Vous ne m'avez jamais vu comme une famille, juste comme une ressource à utiliser. Un outil pour résoudre vos problèmes. Brandon se jette en avant, le doigt pointé sur mon visage. Tu te crois si parfaite? Tu as volé notre maison. Ma maison? Je me lève, à sa hauteur. La maison que j'ai sauvée avec mon argent? La maison que vous avez abandonnée? Cette maison? Sa bouche s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Aucun son n'en sort. À travers mes fenêtres, je remarque Madame Patterson qui regarde de derrière ses rideaux. 2 maisons plus loin, la famille Collins a interrompu sa promenade du soir avec son chien pour assister au drame. La honte de ma famille est maintenant aussi publique que leur trahison. Vous pouvez séjourner au motel 6 sur Powell, dis-je doucement. J'ai réservé pour 3 nuits, payées d'avance. Après ça, vous vous débrouillerez. 3 nuits. La voix de maman se brise. Que sommes-nous censés faire après ça? Je me dirige vers la porte et l'ouvre. La pluie s'est calmée en un léger crachin. Débrouillez-vous. Comme j'ai dû le faire. Un par un, ils passent devant moi. Papa s'arrête sur le seuil,
son parfum familier se mêlant à l'odeur de la terre mouillée. Nous sommes toujours tes parents, Ali. La biologie ne fait pas une famille, je réponds. Ce sont les actes qui comptent. Je ferme fermement la porte derrière eux et j'active le système de sécurité. Le bip électronique résonne dans mon espace reconquis. À travers la fenêtre, je les regarde s'éloigner sur l'allée, dépassant le nain de jardin en pierre avec son sourire ébréché. Je ne les ai pas détruits, je murmure à la pièce vide. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste arrêté de les sauver. Le poids que je porte depuis si longtemps glisse de mes épaules comme de l'eau. Je me retourne vers ma maison modeste, incomplète, mais indéniablement mienne. Dehors, les nuages d'orage se dissipent, révélant une seule étoile dans le ciel crépusculaire. La première chose claire que j'ai vue depuis des mois. Le soleil du matin réchauffe mon visage alors que je m'agenouille dans la terre fraîchement retournée. 1 an plus tard, et mes mains se souviennent encore du vide de cette maison. Maintenant, elles plantent des semis dans la terre où le barbecue négligé de papa rouillait autrefois. Des soucis, des zinnias et des cosmos, des fleurs vives et résistantes qui reviennent saison après saison. Elles poussent bien, crie Madame Patterson de l'autre côté de la clôture. Plus seulement une voisine qui arrose ses dahlias, mais une amie qui apporte du pain fait maison le dimanche et écoute mes histoires sans jugement. Tu devrais voir l'intérieur, je réponds en époussetant la terre de mes genoux. L'atelier d'art est enfin terminé. Ce qui était autrefois le bureau poussiéreux de papa, où il complotait des combines financières qui ne se sont jamais matérialisées, déborde maintenant de lumière naturelle. Des tables éclaboussées d'argile supportent des tasses et des bols à moitié finis. Mes doigts trouvent la paix en façonnant quelque chose à partir de rien. La chambre d'amis à l'étage est prête pour Lucia, l'étudiante en soins infirmiers que je parraine. Sa situation reflète la mienne il y a des années, talentueuse, mais noyée sous les obligations familiales. La différence ? Elle aura quelqu'un pour la soutenir cette fois. Le docteur Winters dit que le mentorat fait partie de ma guérison. En thérapie, j'ai appris à nommer ce qui s'est passé. Abus financier. Les mots me restent parfois en travers de la gorge, mais chaque semaine, ils viennent plus facilement. La famille, ce n'est pas toujours ceux qui vous ont élevé, m'a-t-elle rappelé la dernière séance. C'est parfois ceux qui vous aident à vous élever vous-même. Le groupe de soutien que je dirige à Providence Portland acquiesce de la tête en signe de reconnaissance lorsque je partage cela. 8 autres survivants, apprenant tous à démêler l'amour de l'exploitation. Quand un nouveau membre murmure « mais c'est la famille », je ne bronche plus. Mara envoie parfois des textos à propos de Brandon. Des emplois de débutants. Des appartements partagés avec des colocataires. Mes parents se sont séparés il y a 6 mois. Maman dans le sous-sol de l'oncle Greg. Papa dans un studio. Le rêve texan s'est dissous comme du sucre sous la pluie. Je ne ressens rien en lisant ces nouvelles. Pas de satisfaction. Pas de colère. Juste une distance paisible. Comme regarder les vagues depuis un rivage vers lequel je n'ai plus besoin de nager. La sonnette retentit. Jennifer arrive la première pour la pendaison de crémaillère, les bras chargés de cidre pétillant et d'assiettes en carton. Cet endroit est incroyable, dit-elle, admirant les murs maintenant couverts d'œuvres d'art locales, le parquet rénové, les étagères remplies de revues d'infirmières et de livres de poterie. Les invités affluent tout au long de l'après-midi. Ma famille choisie. Madame Patterson apporte sa fameuse tarte aux myrtilles. Des collègues des urgences. Des amis du cours de poterie. La maison se remplit de rire là où autrefois mes pas résonnaient contre des murs nus. Jennifer lève son verre alors que le coucher de soleil peint la salle à manger en or. À Ali, qui nous a tous appris à quoi ressemble vraiment la force. Plus tard, quand tout le monde est parti, je m'assois avec l'album photo que j'ai enfin ouvert. Des photos de la maison de mon enfance, maintenant arrangées selon mes propres termes. Maman et papa sourient derrière une vitre, figés dans un temps avant que la trahison ne nous sépare. La photo de fin d'études de Brandon. Toutes exposées non pas comme des blessures, mais comme des chapitres d'une histoire plus longue. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de secourir ceux qui vous font du mal à plusieurs reprises. Les limites les plus dures protègent les cœurs les plus tendres. Sur la balançoire du porche, je regarde les lucioles clignoter dans le crépuscule naissant. Le poids des clés de la maison dans ma paume semble juste. Mérité. Le jardin que j'ai planté fleurira au printemps prochain, et le printemps d'après. Les racines poussent plus profondément que quiconque ne le voit. C'est ma maison, récupérée, renouvelée,
et enfin en paix.